Madame, Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette tranche de magazine environnemental Info Verte. Nous sommes très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Sachez que la gestion communautaire des forêts est devenue de plus en plus reconnue comme ayant le potentiel de réduire la déforestation et améliorer le moyen de subsistance des communautés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de la foresterie communautaire. Alors, comme vous le savez, Info Verte reçoit un expert sur le plateau. C'est l'expert qui va nous expliquer avec de plus amples détails, il va nous éclaircir un peu sur cette thématique que nous appelons la foresterie communautaire. Alors, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est un expert aussi. Il s'appelle Monsieur Alain Ouar. Je dis bonjour. Bonjour Cathy, bonjour aux téléspectateurs d'Info Verte. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, Monsieur Alain, vous êtes expert indépendant en agriculture et forêt, c'est ça? Bien. Alors, expert, essayez un peu de nous expliquer selon vos mots. Eh bien, la foresterie communautaire, c'est d'abord un processus légal. Ce sont des lois que le législateur congolais a passées, donc le Parlement, au départ du Code forestier. Et dans ce Code forestier, il y avait des dispositions pour faire en sorte qu'on puisse donner des titres de propriété aux communautés locales qui font la demande pour qu'elles deviennent gestionnaires de leurs forêts. Et donc, il y a des textes d'application qui ont été promulgués il y a une dizaine d'années et qui permettent à ces communautés de rentrer dans un processus. Donc, il y a plusieurs étapes. Il faut identifier la forêt, il faut faire une cartographie participative, il faut vérifier les limites avec les communautés qui sont voisines de cette forêt. Et puis, il faut rentrer un dossier au gouvernorat de province. Ce dossier est aussi visé par la direction nationale de la foresterie communautaire. Et moyennant un examen de ce dossier, si c'est conforme, le gouverneur prend un arrêté qui confirme que la forêt, à tel endroit, selon le dossier de telle communauté, appartient désormais à cette communauté. Alors, une fois que la communauté a ce titre, en quelque sorte une forme de titre de propriété, elle exerce son pouvoir, elle exerce, le fait qu'elle en est gardien ancestral. Donc, c'est une forme de confirmation légale d'un travail qui se fait déjà depuis très longtemps. Mais aussi, le texte prévoit que la communauté doit déterminer un plan simple de gestion sur base de l'inventaire des ressources qu'il y a dans la forêt. Et ce plan simple de gestion, c'est en quelque sorte, qu'est-ce que je fais dans la forêt? Quelles sont les activités que je développe? Principalement des activités génératrices de revenus. Comment est-ce qu'il y a des zones dans cette concession forestière qui sont réservées à l'agriculture, qui sont réservées au village, qui sont réservées à la protection intégrale de la forêt, peut-être aussi à la chasse. Et donc, il y a toute une organisation, toute une planification qui se fait. Et du coup, la communauté qui est généralement appuyée par une ONG locale ou même une ONG internationale pour aller dans ce processus, eh bien, elle valide un plan de développement. Et dans ce plan de développement, il y a un certain nombre de priorités. Et dans ces priorités, il y a des activités génératrices de revenus qui sont liées d'une part à l'agriculture parce que ces communautés doivent se nourrir, et qui sont liées à la préservation des forêts, parce qu'on est bien dans un espace de forêt communautaire, et donc il faut aussi préserver la forêt. Et qui dit forêt, dit aussi produits forestiers ligneux, le bois, et produits forestiers non ligneux, les champignons, les lianes, les feuilles de marron tassées, etc. Et donc on assiste à un processus. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 communautés dans le pays qui ont reçu ce titre signé du gouverneur. On parle de 6 millions d'hectares. Il y a déjà plus de 300... Oui. Donc c'est consistant. Voilà, la province de l'Équateur est la province la plus dynamique, celle où il y a le plus grand nombre de forêts communautaires. Et donc, mais il y en a un peu partout dans les autres provinces de RDC, jusqu'en Ituri, au Nord Kivu, etc., au Katanga. Et donc, vraiment, ça couvre l'essentiel de la superficie du pays. Et ce sont des leçons d'apprentissage parce que la manière dont les populations mettent en valeur leur forêt, elle change, elle est différente au Congo central, au Katanga, en Ituri, on va voir les gens qui plantent du cacao. Partout, hein. J'ai voyagé assez bien dans la plupart des endroits où il y a des forêts communautaires et j'ai vu qu'est-ce que les gens font. Et donc, je pense que ce partage d'expérience, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Allez-y alors. Voilà. Et donc, il y a la préservation de forêts. Vous avez aussi des mécanismes qu'on appelle aujourd'hui paiement pour services environnementaux. Donc, c'est un contrat qui est fait que si la communauté protège sa forêt et garantit que la forêt n'est pas attaquée, n'est pas coupée, n'est pas brûlée, après 1 an, 2 ans, elle reçoit un paiement qui correspond à ce travail de préservation des forêts.
Il y a la culture de café, de cacao de palmier, qui, une fois qu'elles sont sédentarisées, peuvent aussi faire l'objet d'une compensation en paiement services environnementaux et aussi amènent de la nourriture, amènent des revenus pour les communautés. J'ai vu en Ituri une communauté qui a reçu du matériel d'irrigation pour développer le maraîchage, pour produire des légumes qu'ils vont vendre à Beni, Butembo, qu'ils vont vendre dans les villes aux alentours. Donc à chaque fois, on voit des choses qui diffèrent. Au Congo, au Katanga, il y a des communautés qui fabriquent du charbon bois écologique. Donc il y a vraiment toute une série de possibilités qui permettent aux communautés de générer des revenus. Alors, vous avez été partout comme vous le dites. J'espère que vous avez été aussi dans le Congo central, parce que j'ai suivi le film, c'est quoi? La forêt nourricière, c'est ça? Affirmatif, oui. Ah, alors, qu'est-ce que vous avez remarqué en tant qu'expert? Vous êtes expert en agriculture, expert en forêt. Vous êtes tout le temps en contact avec les communautés, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, le Congo central, c'est d'abord une province qui a été largement déforestée, donc il n'y a plus un grand couvert forestier, si ce n'est dans la région du Mayombe, avec la réserve de biosphère de Luki. Donc, je pourrais parler déjà autour de la biosphère de Luki. Pour moi, l'exemple le plus probant que je connais, ce sont des communautés qui régénèrent la forêt. Ok. Ce sont des communautés qui avaient, leur forêt n'existait plus ou n'avait jamais existé. Et pour ne pas vous couper la parole, je dirais, les communautés qui régénèrent d'elles-mêmes ou bien vous avez eu un impact sur ça? Alors, disons que c'est un processus où il y a un projet qui vient avec un petit moyen financier. Pour susciter l'attention des communautés. Je crois que c'était la Banque africaine de développement qui a commencé il y a une dizaine d'années, et puis ça a été WWF, et puis aujourd'hui c'est la Suède. Donc voilà, il peut y avoir différents partenaires dans le temps. Mais en gros, le partenaire, qu'est-ce qu'il dit? Il voit, parce qu'on a déjà des forêts qui ont 10 ans d'âge, donc les communautés sont parties de zéro, il n'y avait pas de forêt, ils les ont protégées, ils ont fait des coupe-feux, les forêts ont grandi, et ils ont obtenu des compensations, des paiements, parce qu'ils ont régénéré cette forêt. Et aujourd'hui, on parle de 8000 hectares, donc c'est quand même des superficies qui sont importantes. Une seule communauté à Manzonzi et à Mami Village, qui sont deux endroits où j'ai été pendant le film La forêt nourricière, eh bien, il y a 600 hectares d'un côté, 800 hectares de l'autre. Donc vous avez une communauté villageoise, un village pas très grand, qui vous montre une grande forêt qu'ils ont régénérée, dont ils sont fiers. Les femmes peuvent recommencer la cueillette des feuilles de marron-tassé. Il y a des petits gibiers qui sont là. On fait la coupe de bois, le ramassage de bois pour le chauffage et pour la cuisine. Les champignons, voilà, les lianes pour faire les cases et les toitures des maisons. Donc, les forêts, ça amène une série de bienfaits pour la communauté. Et puis, c'est aussi un endroit qui fait une régulation climatique, parce que grâce à la forêt, eh bien, la pluviométrie se maintient dans la région. Et donc, on peut pratiquer l'agriculture normale avec un calendrier cultural qui est tout à fait cohérent. Alors, en parlant de l'agriculture, comme vous l'avez évoqué, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, pour les communautés, s'il faut aller au contact avec eux? Alors, par exemple, vous m'avez proposé de faire connaître les expériences du Congo central. Voilà, donc on continue là-bas. Donc je vois par exemple dans la région de Nganda-Sundi, nous sommes près de Tchela, presque à la frontière de Congo-Brazzaville. Et là, il y a une communauté de 300 planteurs de cacao qui sont associés dans une coopérative qui s'appelle la Kokama et qui cultive le cacao. Ce qui est intéressant. Là, on parle de la culture du cacao. On parle de la culture du cacao, mais sous ombrage. Vous voyez, c'est un peu comme ici. Donc il y a des grands arbres qui vous protègent contre le soleil. Et en dessous, vous avez des cacaoyers. Donc, vous êtes dans un milieu où vous préservez la forêt, mais en même temps, vous avez des revenus. Et nous avons rencontré un producteur qui avait 4 hectares de cacaoyers et qui nous montrait qu'il avait 10-15 000 dollars de revenus grâce à la vente de son cacao. Annuel, c'est ça? Absolument, absolument, oui. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que le cours du cacao est resté pendant très longtemps assez bas, et depuis 2-3 ans, on voit qu'il y a des fluctuations, mais on voit que le cours est plutôt à la hausse. Et donc, il y a une opportunité pour la RDC de vendre son cacao à meilleur prix. Alors, qu'est-ce qui manque à la RDC de faire cette exploitation? Bon, vous voyez, je pourrais continuer en disant que le café, par exemple, est aussi une culture qui a été largement développée dans les années 80. On ne peut pas parler que du cacao, et puis il y a le café aussi. Oui, mais ce sont des cultures pérennes, ce sont des cultures que vous entretenez pendant 30-40 ans. Donc, je pense que c'est relativement comparable, en quelque sorte. Pour dire ce qui manque, voyez, moi je pense qu'il faut des pépinières pour produire des plantes de bonne qualité. Il faut un encadrement pour accompagner ces communautés, pour faire en sorte que les plantations soient faites dans des normes et qu'on plante le cacao, par exemple, avec du bananier, parce que les premières années, le cacao ne va pas produire, mais il faut des revenus.
Okay. Donc il faut des modèles agricoles de plantation avec toutes sortes d'autres plantes pour que la famille puisse se nourrir. Okay. Et après, il faudra un encadrement pour la transformation du cacao, parce que le cacao, il faut le fermenter, il faut le sécher, il faut qu'il soit de bonne qualité. Et puis après, il faudra une organisation collective pour trouver l'acheteur, pour avoir un contrat, pour garantir un certain niveau de qualité et pour passer un contrat clair pour peut-être commercialiser une quantité qui va correspondre à un nombre de containers de manière à ce que ça puisse être exporté. Donc ça, ce sont toutes des étapes où un encadrement, un accompagnement sont bénéfiques et nécessaires. Et enfin, on peut aussi faire des contrats paiement pour services environnementaux en proposant aux communautés ou aux villageois qui sont déjà dans la culture de cacao de faire des extensions, d'ajouter 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, moyennant un appui financier. Ok. Alors, je pense que c'est les modèles que vous conseillez parce que vous êtes aussi expert en modèle agricole sédentarisé. Oui, c'est-à-dire, voilà, donc moi personnellement, la pratique le démontre, donc je propose aux communautés locales de développer des cultures pérennes, des cultures qui restent longtemps. Quand vous avez planté votre hectare de cacao, vous allez cueillir pendant 30 ans, 35 ans d'affilée. Et même chose pour le café, même chose pour le palmier. Donc, moi, je souhaite que les familles aient un espace culturel sédentarisé avec pourquoi pas un jardin de casse proche de la maison avec des légumes, avec des plantes diverses dont la maman a besoin pour faire la cuisine, avec des cultures de café, cacao qui rapportent du cash, avec peut-être du manioc, du maïs, du taro, des ignames, des haricots, des arachides pour avoir vraiment un équilibre alimentaire assuré pour toute la famille. Donc je préconise ce type d'agriculture permanente, sédentarisée, où les gens sont organisés dans un endroit bien spécifique et ils ne vont plus aller brûler des champs chaque année à tel endroit, à tel autre endroit. Ils sont sédentarisés et ils génèrent des revenus qui sont satisfaisants et ils construisent un confort familial correct. Les enfants peuvent aller à l'école facilement, on n'est plus en train de bouger à tout moment, on est vraiment fixé à un endroit et on a des revenus réguliers. C'est ça le modèle que je préconise. Alors en même temps, quand on parle de sédentarisation, ils préservent aussi en quelque sorte aussi la forêt. Parce Mais oui. Ils vont plus aller couper. C'est ça. Ils sont là, vous combattez, je dirais, l'agriculture surbrûlée. Au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, eh bien, ils n'ont plus tendance à aller couper ailleurs. Et même ceux qui coupent pour faire du macala, vous pouvez les encadrer pour qu'ils développent leur propre agroforêt, pour qu'ils coupent leur propre bois, de manière à ce qu'ils ne vont plus dans la forêt naturelle. Au Maillon, dans le film Forêt nourricière... C'est possible de couper leur propre bois et faire le macala à chaque fois, c'est possible? Bien sûr. Dans le film sur les agroforêts et le film que nous avons diffusé récemment dans le territoire de Sekebanza, on voit que les gens ne vont plus dans la forêt naturelle. Ils coupent le bois dans les agroforêts qu'ils ont plantés. Et dans ces agroforêts, ils ont mis des acacias, mais aussi des arbres fruitiers, aussi des culturiers. Donc... Les acacias, pour les couper, il faut attendre, je ne sais pas, combien d'années? C'est ça, il faut attendre 8 ans, mais vous ne devez pas planter l'acacia seul. Vous voyez, vous plantez vos acacias, mais vous avez une rangée d'avocatiers, vous avez une rangée de manguiers, vous avez une rangée des safoutiers, donc vous devez combiner cette agroforêt avec plusieurs essences. Vous avez l'acacia que vous coupez après 8 ans qui rapporte le bois et vous pouvez planter chaque année un espace supplémentaire. Et vous avez d'autres arbres, d'autres cultures qui vous apportent des revenus. Et puis vous avez encore vos cacaoyers sous limba qui vous apportent des revenus réguliers. Alors, vous avez été un peu, je dirais pas partout quand même, vous avez visité une grande partie de la République démocratique du Congo parce que vous avez plusieurs années ici, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous comprenez? C'est un peu de nous expliquer le PAMCA, le couvert forestier du pays. Bon, en tout cas, je pense que une des réponses les plus significatives qu'on peut faire à votre question, c'est que quand on arrive dans une concession forestière de communauté locale, avec la foresterie communautaire, on est dans un espace où la communauté a pris conscience de son environnement, elle connaît les limites de son village, de la forêt qui peut atteindre jusqu'à 30-40 000 hectares, donc ça peut être très grand, et elle organise spatialement ce qu'elle fait. C'est-à-dire que les communautés disent, là-bas nous préservons la forêt, là-bas nous allons cultiver, et donc il y a un accord de toute la communauté pour mener un travail d'une certaine manière. Okay. Et même dans le plan de gestion, ils ont fait des choix pour dire, nous allons cultiver le café, ou bien c'est le cacao, ou bien c'est le palmier. On ne va pas aller dans tous les sens. On va essayer de développer une culture principale qui va amener des revenus satisfaisants. Et puis à côté de ça, il y aura les culturières de chaque famille. Alors, vous voyez, ça c'est un milieu organisé dans lequel il y a une gestion spatiale. Et donc ça veut dire que globalement, la préservation de la forêt sera de loin meilleure que dans un environnement où vous avez une forêt qui est là, chacun peut rentrer, chacun peut couper tout ce qu'il veut, personne ne régule,
et vous avez des gens qui viennent faire des razzias de Makala pour faire des camions envoyés à Kinshasa, et vous avez un peu tout le monde qui fait n'importe quoi. Donc cette forêt est largement menacée. Donc ça veut dire que quelque part, le processus d'accompagner des communautés dans une gestion communautaire des espaces en général, de faire de l'aménagement du territoire, et d'espaces forestiers en particulier, c'est vraiment ça qui est un préalable pour dire que nous allons avoir un impact moins important sur la déforestation, et en même temps, nous allons organiser des revenus qui sont plus consistants pour les communautés. Alors, pour parler du couvert forestier de la République démocratique du Congo, c'est un peu de nous expliquer s'il faut recourir à la carte du pays, c'est quoi les problèmes qu'on a du côté est, ouest, on a perdu combien d'hectares? Est-ce que nous gardons encore notre forêt vierge telle que la nature nous l'a donnée, si je peux dire comme ça? Oui, le Congo a vraiment une forêt qui est magnifique, avec des grands arbres très forts, très puissants. On va dire le processus de déforestation date d'il y a un siècle pratiquement, donc peut-être qu'en Amérique latine, en Amérique du Sud, il y a peut-être 3-4 siècles qu'il y a des pénétrations dans la forêt, donc notre forêt est moins violée depuis moins longtemps, mais les violations sont là. Et aujourd'hui, on sait que plus de 90% de la déforestation est une déforestation illégale. Ce sont des gens qui coupent sans permis, sans organisation, sans cadre juridique cohérent. Et avec un pays de 120 millions d'habitants, 110 millions d'habitants, et avec des populations qui ont besoin de pratiquer l'agriculture brûlée, vous voyez que la pression sur la forêt, elle est grande. Alors si on regarde bien, autour de Kinshasa, nous avons pratiquement un périmètre de 300 km qui est déforesté. La plus grande partie du Congo central, une partie du Kwango, une partie du Kwilu et même de Mai-Ndombe sont déforestés parce qu'il faut amener du charbon de bois sur Kinshasa. Donc à la base, c'est les charbons de bois? L'agriculture sur brûlis et le charbon de bois. Okay. Les deux activités se combinent et ont des effets qui se maximisent en termes de déforestation. Okay. Le fermier coupe la forêt pour cultiver et le macalateur, le producteur de macala, va faire ses fours à macala et puis il va les commercialiser. Vous avez aussi des razzias organisés, des groupes de gens de 30, 40, 50 personnes qui vont couper de gauche à droite et qui font des quantités industrielles de charbon de bois, et quand ils ont épuisé une région, ils passent dans une autre région. Et donc ça, c'est des choses contre lesquelles il faut lutter, il faut qu'il y ait une organisation collective qui essaye d'éviter cela. Alors, puisque vous avez parlé des régions, donc en Équateur également, dans la région de Guémena, Lishala, Bumba, nous avons un front de déforestation relativement important de forêts qui a été détruites, notamment suite à l'exploitation industrielle des forêts, mais qui a été abandonnée. Et quand l'exploitant forestier s'en va, c'est la communauté qui rentre dans la forêt et qui coupe la forêt de manière anarchique. À l'est, dans la zone de conflit de Butembo, Beni jusqu'à Goma, Bukavu, nous avons aussi un front de déforestation relativement important qui est lié à la densité de population dans cette région. Au Kasaï, nous avons aussi un foyer, parce que c'est une région qui est très peuplée, nous avons aussi une pression sur la province du Kasaï, même du sud Sankuru, qui est exercée et qui vraiment a une tendance de déforestation qui est assez forte. Donc, on a encore un patrimoine forestier qui est significatif, qui est important, mais les taux de déforestation ont doublé ou triplé ces 15 dernières années. Donc nous sommes quand même dans une dynamique où il y a des feux oranges, des feux rouges qui s'allument pour dire qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la dynamique que l'on va appliquer. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est ça, donc nous avons parlé de la foresterie communautaire à ceux qui nous suivent. Donc pour moi, c'est un mécanisme. Hein? Il y a 300 communautés sur 6 millions d'hectares, il faut consolider ça. Il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires, des ONG qui accompagnent, parce que ce sont des ONG qui connaissent, hein, on parle des WWF, Wildlife Conservation Society, la FAO, Enabel, bref, il y a toutes sortes d'ONG, et puis vous avez des ONG locales congolaises, le réseau GAF, le réseau CREF, la DGPA, donc vous avez beaucoup d'organes congolais et étrangers qui se combinent ensemble et qui apportent un certain appui à ces communautés. Okay. Et donc, il faut que cet appui se perpétue et avance plus loin, parce que vous avez des gens qui ont le titre de forêt communautaire, mais qui n'ont pas encore les moyens de faire l'agriculture sédentarisée dans leur forêt, qui n'ont pas encore les moyens de développer telle ou telle chose, qui ne sont pas encore suffisamment outillés. Donc ce qu'il faut faire déjà, je dirais, il faut capitaliser sur ce qu'on a commencé. Okay. La foresterie communautaire, c'est un processus qui va durer 10, 20, 30, 40 ans, c'est pas un processus de quelques années. Il faut pas se décourager, il faut aller de l'avant. Nous avons déjà des réponses, nous avons une appropriation forte, nous avons des communautés qui sont fières et heureuses d'avoir leur propre forêt. Nous avons des communautés, peuples autochtones, qui sont dans leur forêt ancestrale avec des titres que le gouverneur a confirmés. Tout ça, ce sont des avancées. Nous avons des plans simples de gestion. Nous avons des gens qui commencent à définir quelles sont leurs orientations, quelles sont les priorités.
Maintenant, il faut leur donner les moyens de réaliser ces priorités. Qui va leur donner des moyens? C'est tout ce que je vous ai dit, cette panoplie des bailleurs de fonds, des ONG internationales et nationales qui ont déjà aidé le processus jusqu'à aujourd'hui. C'est question qu'elles aillent plus loin dans leur démarche et qu'elles trouvent des ressources financières supplémentaires pour continuer d'accompagner. Telle communauté a un plan simple de gestion. Qu'est-ce qui est prévu? Ah, je vais développer les produits forestiers non ligneux. Eh bien, on va développer un réseau de commercialisation de ces produits forestiers non ligneux. Une autre communauté, je développe la culture de café. Ah, ben, nous allons amener des possibilités de plants de caféiers de meilleure qualité et nous allons fournir une station de lavage pour permettre aux gens, quand le café sera à maturité, de produire un café de bonne qualité. Et s'il s'agit de palmier à huile, eh bien, nous allons offrir une petite unité pour presser ces noix de palme et avoir une huile de bonne qualité. Ainsi de suite, absolument. Okay. Alors vous, en tant qu'expert, pour parler de vous, parce que c'est vous mon invité d'aujourd'hui, vous avez été plusieurs fois dans le Congo central, c'est par votre propre initiative ou oui, oui, tout à fait. Communauté? Donc j'ai travaillé avec plusieurs partenaires, en tout cas pendant pas mal d'années, mais depuis maintenant 5-6 ans, je suis effectivement indépendant. Et j'essaie par exemple de trouver des partenaires qui me soutiennent dans mes déplacements et de faire en sorte que je vais chercher les images, je vais faire des petits films, je vais capturer des situations. Et comme je connais bien le pays, je sais là où les choses ont bien évolué. Comme le pays est très grand et qu'on ne peut pas déplacer tout le monde pour aller voir ce qui se passe, il faut forcément faire des films, les diffuser. Le film La forêt nourricière a été vu 15 000 fois sur le réseau YouTube, donc c'est quand même des choses qui sont significatives. J'allais dire, c'était quoi l'idée pour vous de réaliser un tel film? Mais c'est le partage. Vous attendez quoi? C'est le partage. Ça veut dire qu'on doit aller dans ces communautés-là, plutôt que de leur faire un grand discours, on leur projette un film. Et on leur explique, voilà, regardez, voici ce qu'on fait. Il y a un monsieur qui a pu coloniser des chenilles dans la forêt, qui avait disparu. Il y a un autre monsieur qui fait des agroforêts. Il y a une madame qui fait du café. Donc, c'est leur montrer qu'est-ce qui se passe ailleurs. Comme je l'ai dit, on peut déplacer les Congolais pour aller faire un vol en avion pour aller à tel endroit et un parcours pour aller voir ce que les gens font sur place, mais tout ça coûte très cher. Donc je pense que le film, le fait de ramener un film qui explique ce que les gens font, c'est une économie. Ça permet à un plus grand nombre d'avoir accès à une information intéressante, exhaustive, qu'ils peuvent appliquer chez eux, qu'ils peuvent reproduire chez eux. Alors vous avez quoi comme projet? Notre film, par exemple? Alors, je continue dans la foresterie communautaire. Pour le moment, je fais plusieurs films sur la foresterie communautaire. Je rajoute des couches sur tout ce que j'ai déjà démontré. Sur la régénération naturelle des forêts, je trouve que c'est formidable de voir la dynamique de communautés qui régénèrent par eux-mêmes leurs forêts. Il faut montrer ce qui se passe au Katanga, il faut montrer ce qui se passe dans d'autres régions, comme le Congo central, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Les communautés qui commercialisent des produits forestiers non ligneux. Il faut montrer toute cette chaîne des produits forestiers non ligneux, de la cueillette dans la forêt jusqu'au marché. Et ce sont des choses qui vont inspirer d'autres communautés. Donc mon travail, c'est vraiment de montrer la panoplie de tout ce que les gens sont en train de faire et qui permet de résoudre leurs problèmes locaux, qui permet de nourrir leur famille dans de bonnes conditions, et de faire en sorte que là où les gens sont un peu abandonnés et croient qu'ils n'ont pas encore très bien compris ce qu'ils vont faire, eh bien ils ont des exemples grâce au film, grâce à ce qui se passe ailleurs, et ils peuvent commencer à mettre en œuvre ça là où ils sont. J'espère que prochainement, nous aurons le film dans les Katanga, je pense bien. Bien sûr, il faut aller sur le terrain, c'est encore meilleur. Pour parler de la forêt de Mayombe, c'était quoi la problématique et qu'est-ce qui a été fait concrètement là-bas? Ça aussi, il y a des images, on voit les images. Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses dans la forêt du Mayombe. Donc le Congo central, c'est une région qui a fait l'objet d'une déforestation depuis longtemps. Et donc depuis les années 1920, vraiment ça fait plus de 100 ans que le forêt du Mayombe est agressé. Mais aussi, il y a beaucoup d'initiatives. La réserve biosphère Luki, c'est une initiative. Les forêts régénérées par les communautés Manzonzi et Mami Village, c'est une initiative. Dans les territoires de Sekebanza, dans les territoires de Kinzambwete et autres, il y a toute une série de projets qui se mettent en place, à Banzangungu, et puis plus loin dans le bas-fleuve, à Lukula. Et il y a les organisations qui font le café, il y a les organisations paysannes qui font le cacao. Donc voilà, le Congo central, c'est intéressant parce que c'est une province qui n'est pas trop lointaine, c'est une province qui n'est pas trop étendue, et on a toute une série de choses positives que les gens sont en train de faire. La déforestation est toujours en cours, on n'a pas arrêté, mais il y a des initiatives qui compensent cette déforestation et qui montrent qu'on fait d'autres choses qui permettent aux communautés de vivre sans toucher à la forêt. Okay. Et donc, le Congo central, c'est un petit peu un laboratoire. Qui doit nous aider à comprendre les enjeux que nous allons trouver dans d'autres régions du Congo. Comment vous jugez l'appropriation des communautés
parce que c'est les films. Nous savons tous que quand il y a un film, on sait monter les images, on sait écarter ce qui ne va pas, ce qui va gêner. Sincèrement, quand vous allez tourner vos films, quand vous allez au contact avec les communautés, comment vous trouvez l'appropriation? Comment, concrètement, soyez, je dirais, parlez-nous sincèrement. Ça se passe comment? Voilà, donc je pense d'abord que les communautés sont heureuses qu'on vienne les prendre en film. On les prépare, on leur explique ce qu'on va faire. Et donc il y a une fierté qui est très grande de montrer ce qu'on fait. Parce qu'on leur explique la démarche. Hein. On vient faire le film pour vous montrer ce que vous faites ici, pour pouvoir le montrer dans d'autres régions du Congo. Et puis après, nous pouvons revenir avec ce film une fois qu'il est monté, une fois qu'il est opérationnel. Nous faisons des projections. Donc, on a fait des projections à Mwanda, à Kinzambwete. On va refaire des projections là où nous avons tourné le film. Et nous montrons aux gens la section du film où on a tourné chez eux et les sections du film où on a tourné ailleurs. Okay. Donc, ça suscite un engouement parce que les gens, d'abord, ils reconnaissent « Ah, on est venu chez nous, nous sommes dans le film ». Mais en même temps, nous voyons... Mais comment vous arrivez à leur montrer le film? Il faut retourner avec un projecteur la nuit. Voilà, on trouve un mur blanc. Comme ça, après avoir terminé le tournage, vous rentrez, leur montrez. Okay. Mais il y a d'autres partenaires qui le font, qui projettent. On ne peut pas prendre des images d'une communauté et ne jamais leur montrer les images qu'on a prises chez eux. Ils ne craignent pas les caméras Non, pas du tout, pas du tout. Vous expliquez ce qu'on va faire, quelle est la démarche. N'oubliez pas que je suis aussi quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps, donc les gens acceptent facilement. Mon appareil photo, je l'utilise déjà depuis 15 ou 20 ans. Donc j'ai mis l'appareil photo de côté pour prendre des caméras, et encore, moi-même, je ne suis pas derrière la caméra, donc je suis en train de discuter avec les gens, de mettre en valeur ce qu'ils font. Mais vous n'apparaissez pas? Bon, souvent, non, parce que je trouve que c'est une affaire qui est vraiment purement congolaise. Vous voyez? Je trouve que même ces films doivent être faits par les Congolais, pour les Congolais. Ça fait partie de l'appropriation. Moi, je suis un peu un chef d'orchestre. Je mets en scène, je prépare la logistique, je fais le canevas, où est-ce qu'on va aller, quel est le fil conducteur de ce qu'on va démontrer. Voilà, c'est là que je mets ma valeur ajoutée. Mais après, l'essentiel, presque 100% doit être fait par des Congolais. Nous apprécions vraiment ce que vous faites comme travail. Parce que ces films, c'est, je dirais, le monde entier. Et ça va aussi inspirer d'autres communautés, par exemple. Pour prendre le cas de la province de... Il y a Bandundu, il y a Kwango, il y a Kwilu. Est-ce qu'il y a aussi un projet là-bas? Bien sûr, bien sûr. Parce que là-bas aussi, il y a une grande déforestation, s'il ne faut pas. Bien sûr, mais vous avez des provinces qui n'ont pas encore commencé la foresterie communautaire. Donc le Sud Kivu, les Uélés n'ont pas encore commencé la foresterie communautaire, ils ne connaissent pas. Donc, il faut leur ramener des images, il faut leur ramener des exemples pour dire attention, vous vivez en décès, mais en Équateur, ça fait déjà 10 ans qu'on a des forêts communautaires. Et regardez, les gens vivent de telle et telle manière, ils ont produit du cacao, du café, ils préservent la forêt. Donc c'est vraiment très important que dans la Chouapa aussi, Bwende, les gens ne connaissent pas. Donc il faut aller dans tous ces endroits où les gens ne connaissent pas encore et dire regardez, le processus existe ailleurs et nous avons des images, nous avons des films, nous avons de quoi vous montrer comment est-ce que les gens ont évolué. Si eux, on l'ont fait à 200 km de chez vous ou à 500 km de chez vous, vous pouvez le faire ici, vous avez tous les ingrédients. Je parlais de la province de Kwango, je parlais de la province de Kwilu. Le Bas-Congo est chanceux. Oui, pourquoi ce choix et pourquoi ne pas aller aussi de l'autre côté? Non, le processus de la forêt communautaire... Vous appelez le Congo central un laboratoire. Oui, c'est-à-dire... Là, on voit à travers le film, on sait comprendre qu'il y a un impact, qu'il y a vraiment un changement, il y a l'appropriation du point de la part des communautés. Alors, ma question est de savoir pourquoi ne pas aussi aller de l'autre côté, Kwango, Kwilu, par exemple. Oui, bien sûr, mais il y a déjà des films qui se tournent ailleurs. Vous avez des films qui se tournent en Ituri ou qui se tournent au Katanga. Donc, on le fait ailleurs. Et voilà, si on a pris le Congo central, c'est que c'est la province où il y a le plus de choses dans un périmètre relativement restreint, où on peut accéder en véhicule, on peut voir beaucoup de choses en peu de temps. N'oubliez pas que le Congo central est traversé par une route qui va de Mwanda, port en eau profonde, jusqu'à Kinshasa. Donc, on circule facilement, on accède facilement. Donc, vous rentrez dans les... Il y a l'infrastructure qui rentre aussi. Voilà, vous rentrez dans la province de la Chouapa, ça devient déjà compliqué parce qu'il n'y a quasi pas de route, il faut aller dans une embarcation motorisée. Donc, c'est déjà un peu plus complexe pour pouvoir accéder et prendre des images. Nous avons pris des très belles images à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Donc oui, je pense que les films doivent aller partout parce qu'il faut montrer la dynamique de la foresterie communautaire
et de l'agriculture sédentarisée partout au Congo. Et partout, il y a des exemples qui sont différents et qui peuvent nous inspirer. Alors, vous avez besoin d'une main d'association, un appui, parce que vous avez dit que pendant les 5 années, vous travaillez avec les moyens de bord, vous travaillez seul, vous n'avez pas de partenaire. Non, oui, c'est-à-dire que, d'une part, les grands partenaires techniques et financiers, ils font leur propre communication de leur projet. Ils préfèrent payer une équipe pour faire un travail qui dit que ce qu'ils font, c'est voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ils préfèrent garder le contrôle de la communication. Et moi, je suis quelqu'un d'indépendant. C'est-à-dire, si je vais quelque part, je vais dresser un tableau objectif avec les plus et les moins. Ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Je vais montrer le tout. Et donc, ça veut dire que ça donne une certaine transparence à la chose. Ok, c'est clair. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que, bon, c'est pas tous les bailleurs qui acceptent ça, qui ont envie de cette démarche. Vous savez aussi, dans notre pays, les bailleurs, ils sont un peu cloisonnés. C'est-à-dire, la Banque mondiale travaille dans son coin, l'Union européenne travaille à sa façon, le GIZ travaille à sa façon. Et donc, mais ce n'est pas productif. Parce qu'à un moment donné, nous ne parvenons pas à capitaliser les efforts des uns et des autres. Ça, Et donc, moi, je suis quelqu'un de transversal qui passe de l'un à l'autre. Je travaille avec Rainforest Norway, je travaille avec l'EBF, je travaille avec WCS. Mais chaque fois, je dois essayer d'avoir ne fût-ce qu'un petit moyen pour faire quelque chose quelque part. Et vous êtes arrivé aussi d'être en contact avec les pygmées? Bien sûr, je travaille avec les deux grands réseaux qui sont le REPAREF, par exemple, et le CEFLET. Donc, je travaille avec les peuples autochtones pygmées. Chaque fois que j'y vais dans ces régions, je dois forcément les rencontrer. Et à Kinshasa, je discute régulièrement. Tout à l'heure, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec Madame Dorothée Lisenga et son équipe du CEFLET pour discuter des projets que l'on va construire ensemble et pourquoi pas des choses que l'on va filmer ensemble sur le terrain. J'espère que ce sera aussi intéressant pour les peuples autochtones, les PA. J'ai parlé de la province, par exemple, de Maïndombe, la Chopo. Là aussi, s'il faut y aller aussi, ça serait quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Même dans l'ex-Grand Katanga, le Olomami, il y a aussi des populations peuples autochtones assez importantes, donc en Ituri ou au Kivu. Donc il y a vraiment un travail à faire très important, parce que pour ces peuples autochtones pygmées, le fait d'être associé à un mécanisme de forêt communautaire, c'est vraiment un changement de paradigme, parce qu'ils ont un espace qui est sécurisé. Mais même dans cet espace sécurisé de la forêt communautaire, il faut qu'ils aient leur propre terrain. Il faut qu'ils aient un foncier de leur propre champ qui soit sécurisé, vous voyez? Parce que souvent, c'est des gens qui ont été itinérants et qui, quelque part, ont perdu l'espace qu'ils avaient de manière ancestrale. Mais la foresterie communautaire, c'est un pas qui est très important et qui a un effet de sécuriser. Et donc, vous avez des ONG comme The Tenure Facility, comme Rainforest Norway, Rainforest UK, dont leur travail essentiel en RDC, principal, c'est d'encadrer ces peuples autochtones pygmées dans les zones où ils sont pour essayer de sécuriser ces forêts communautaires, pour les rendre plus efficaces, pour les rendre plus productives, pour assurer leur propre alimentation et pourquoi pas des revenus pour permettre aux enfants des peuples autochtones d'aller à l'école, d'assurer des soins de santé. Alors on tend petit à petit vers la fin de cette tranche de magazine environnemental, puisque vous êtes expert en modèle agricole sédentarisé. Pour ne prendre que le modèle de cacao que vous développez pas, mais vous conseillez, vous avez préconisé aussi. S'il faut parler un peu de cacao, est-ce que ça dépend? Oui. La culture dépend quel genre de sol, par exemple. Ça se comporte bien en République démocratique du Congo, de quel coin, quelle province, par exemple? Vous savez, la Côte d'Ivoire produit 50% du cacao mondial depuis 30 ans. Et la RDC possède 6 fois plus d'espace propice à la culture de cacao qu'il n'y en a en Côte d'Ivoire. Bon, déjà, la première chose, c'est que nous avons des grands espaces. Moi, déjà, dans les années 2000, au début des années 2000, 2002, 2003, 2004, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture et j'ai fait la promotion de la culture du cacao. Okay. Et j'ai été à Yangambi avec l'INERA développer les clones de cacao pour produire les arbres de bonne qualité. Et j'étais à Béni et j'ai été un peu partout pour sensibiliser les communautés pour développer le cacao. Bon, dans la région du Nord Kivu-Ituri, dans la zone qu'on appelle dans la zone de Béni-Mambasa-Komanda, à l'est de la réserve de faune Okapi, vous avez environ 100 000 planteurs qui sont installés ces 15 dernières années. Et ces 100 000 planteurs, l'année passée, ont produit que du cacao. Du cacao, pour une valeur de 1 milliard de dollars d'exportation. Wow. 1 milliard. Bon. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Voilà. Donc moi j'ai tendance à dire, ouais, mais ça se planifie, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un travail qui a été fait il y a 15-20 ans de sensibilisation qui porte ses fruits. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens ont compris. On plante du cacao pratiquement dans toutes les provinces RDC. Le gouverneur
du Maniema a décidé de donner comme priorité le café, le cacao, le palmier. Okay. En Équateur, le WWF plante le cacao dans les forêts communautaires, et ainsi de suite. Donc les gens ont compris. Maintenant, il y a une vraie dynamique puissante qui se trouve sur ces cultures pérennes, et notre pays est en train d'évoluer par rapport à ça. Ça demande quoi, cette culture? Quel genre de sol? Ça demande beaucoup de pluie? Oui. Sais pas. La sécheresse peut aussi... Toutes ces cultures-là demandent une pluviométrie, des sols de bonne qualité, surtout une pluviométrie à certains niveaux. Donc moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai visité des dizaines de plantations de cacao, c'est que la plantation de cacao a besoin d'une proximité forestière. Ok. Vous ne pouvez pas planter du cacao au sud du Katanga, là où il n'y a plus d'arbres, ou au sud du Kwango, là en plein dans le sable désertique là. Je disais à Kinshasa, ça ne va pas marcher. Même à Kinshasa, ça ne va pas marcher. Okay. Vous pouvez planter 1 ou 2 cacaoyers, mais ça ne va pas produire. Vous en avez ici, là, à côté de nous. Mais je veux dire par là, si vous faites des hectares et des hectares de cacao, vous devez être dans une zone avec un rapport climatique intéressant, des pluviométries, donc vous êtes à proximité d'une forêt. Oui. Mais notre pays est très grand. Donc, la Chopa, la Chopo, l'Équateur, le Sud-Ubangui, le Nord-Ubangui, la Mongala, le Sankuru, vous voyez, toutes ces provinces-là, le Holomami, le Tanganyika, toutes ces provinces-là ont des zones de forêts et de savanes proches des forêts où on peut planter du cacao. Okay. Donc toutes les provinces que je vous ai citées maintenant sont déjà des forêts à grand potentiel cacao. Okay. C'est curieux qu'aujourd'hui c'est Ituri et Nord Kivu, qui ne sont peut-être pas les provinces qu'on aurait pensé en premier lieu, mais qui sont les plus grandes productrices de cacao. Alors que en Équateur, au Maindombe, on a des très grands potentiels de culture de cacao. Mais les choses vont évoluer. Et parce que vous connaissez mieux ça, et ça prend combien d'années pour commencer à récolter? C'est une bonne question. Donc en fait, le cacao, vous avez une première petite récolte à 3 ans, mais la première vraie récolte va se passer à 4 ans. Il faut attendre 3 ans pour oui. récolter. C'est pour ça que vous allez planter des bananiers. Parce qu'avec le cacaoyer, vous plantez des bananiers dès le début. Et déjà la première année, vous avez des bananes. Vous savez, les bananes, c'est très rapide. Donc l'année 1, l'année 2, l'année 3, vous récoltez les bananes. Et vous avez des revenus assurés, votre famille vit, vous vendez les bananes, vous avez un bon équilibre. Et puis après, l'année 4, vous avez les revenus du cacao qui commencent à venir et qui commencent à monter. Et pendant 30 ans, vous allez avoir des revenus réguliers. On se dit il faut attendre 4 ans pour récolter, c'est ça qui décourage un peu, non? Ça ne décourage pas. Il faut encadrer les gens pour leur dire, le cacao, vous n'allez pas le planter seul. Vous allez le planter avec le bananier, vous allez le planter en bord de champ, vous allez mettre des sapoutiers, vous allez mettre des avocatiers. Donc il faut un plan d'implantation cohérent. Si vous allez en Colombie, si vous allez en Indonésie, là où les gens font le cacao depuis des décennies, vous allez voir des champs où il y a toutes sortes de cultures. Okay. Donc il faut des associations culturelles performantes. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire une culture et d'attendre 3 ans avant d'avoir des revenus. Mais vous pouvez aller beaucoup plus vite que ça. Au Congo central, vous avez le taro qui pousse très facilement partout. Vous avez l'igname, donc vous pouvez faire des combinaisons culturelles multi-étagées. Donc votre cacaoyer est ici, votre limba est là-bas, et vous avez d'autres arbres. Vous faites un mélange dans la plantation. Vous n'êtes pas obligé de démarrer en culture pure. Ok. Je dirais que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir après plusieurs tractations, enfin, nous avons eu à travers ces tranches de magazine environnemental. Nous vous disons merci. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vos téléspectateurs vont apprécier et que ce sera une tranche de magazine qui les aura intéressés. Peut-être que la prochaine fois, nous pouvons revenir avec des représentants des peuples autochtones pygmées et pourquoi pas sur le terrain également, voir sur place dans les plantations ce qui se passe. Merci beaucoup. À vous aussi, chers téléspectateurs, que nous suivez de partout, que nous appelez. En tout cas, nous comprenons que vous apportez un intérêt particulier à cette tranche de magazine environnemental. Nous vous disons un grand merci. Prenez rendez-vous avec nous. Suivez-nous sur Digital Congo TV. Suivez-nous sur YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux partout. Suivez-nous à travers le monde entier. Nous vous disons un grand merci. Prenez rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Nous vous disons bye.